Eh bien, bienvenue à cette rencontre d'atelier d'histoire critique. Aujourd'hui, on accueille l'historien Pierre-Benoît Roumagnou qui va nous présenter son livre Traqué, la police parisienne et les protestants en 1685. Donc, très rapidement, pour vous présenter notre association, on est une association qui organise des rencontres avec des chercheurs, des historiens, des sociologues, journalistes, militants associatifs. Le but de notre association, c'est faire de la vulgarisation et de contrer un peu les instrumentalisations politiques de l'histoire et des sciences sociales. Ces derniers temps, on a fait plutôt des rencontres autour du fait décolonial et plutôt liées à l'histoire contemporaine. Aujourd'hui, on va faire un bond dans le temps parce que du coup, avec Pierre Benoît, on va partir au XVIIe siècle où on va parler d'histoire politique, histoire du protestantisme, histoire des circulations, migrations, histoire aussi de la clandestinité. Vous pouvez nous parler donc de la révocation de l'édit de Nantes en 1685 et du rapport entre police et protestantisme. Donc je te laisse la main. Merci d'être venu, merci, bonjour. Je suis ravi d'être là pour parler de ce sujet qui est un peu éloigné du contexte lillois, mais finalement pas très très loin non plus. C'est un contexte qui reste urbain, et puis on va essayer de tisser des liens peut-être avec aujourd'hui si c'est possible. Pour présenter, je vais déjà essayer de justifier un peu le propos, c'est-à-dire pourquoi s'intéresser à ça. Évidemment, cet ouvrage d'histoire et mon intervention, elle se place au point de rencontre, comme tous les ouvrages d'histoire et comme toutes les interventions, de trois éléments. C'est-à-dire, quand on travaille en histoire, il y a ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Donc à partir du moment où on fournit un travail de recherche, l'objectif reste quand même de combler un manque, un vide, quelque chose qui n'a pas été fait. Pas forcément original, mais au moins inédit. Et le deuxième élément, c'est évidemment de s'appuyer sur des documents, si possible, qui n'ont pas été trop étudiés, ou alors de poser de nouvelles questions. Et enfin, évidemment, on habite tous en France en 2025, donc l'idée, c'est qu'on observe évidemment le passé à partir d'un regard qui est celui du début du XXIe siècle. Donc dans mon introduction, je vais détailler un petit peu ces points, ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, le regard et la documentation. Parmi ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas à propos de la police, alors le premier élément, c'est de dire que le mot de police au XVIIe siècle possède un sens extrêmement vaste. C'est ce que nous, on appellerait aujourd'hui le maintien de l'ordre, sous-entendu le maintien de l'ordre établi. Donc ça va des dimensions, évidemment, de ce que fait la police aujourd'hui, jusqu'à des dimensions d'hygiène, par exemple, d'hygiène publique, ou d'approvisionnement alimentaire. Il y a une grande coupure dans l'histoire de la police, elle intervient au milieu du XVIIe siècle. Avant le milieu du XVIIe siècle, à Paris, mais ça serait le cas dans d'autres villes, comme Lyon par exemple, ce sont les bourgeois, au sens des habitants des villes, titulaires de privilèges, qui assurent une autopolice. Ils font eux-mêmes leur police, à travers ce qu'on appelle la milice bourgeoise. Et au milieu du XVIIe siècle, à Paris, il y a une grande révolte qui s'appelle la Fronde. Et ce qu'on voit au cours de cette grande révolte, c'est que la communauté bourgeoise, l'idée que tous les Parisiens se sentent appartenir à un même monde bourgeois, éclate. Et donc, l'idée qu'on va faire une police entre nous n'existe plus, et c'est la monarchie qui tire les marrons du feu, et qui finalement va avoir ses propres agents. Alors les agents de police au XVIIe, au XVIIIe siècle, c'est ce qu'on appelle des officiers, au sens où ils possèdent un office, c'est-à-dire qu'ils ont acheté auprès de la monarchie le droit d'exercer une partie de la puissance publique. Donc c'est un bien immobilier, c'est une partie de la puissance publique. Vous avez acheté le droit d'être policier dans tel quartier de la capitale, ou d'être juge à Lille ou ailleurs. Donc ce sont des officiers. Alors ça, on le sait, la police des 16e, début 17e a été bien étudiée. Et ensuite, il y a eu assez peu d'études en fait sur la seconde moitié du XVIIe siècle, alors qu'on a une date de fondation qui est très intéressante, qui est la création en 1667 de la lieutenance générale de police. Cette lieutenance générale de police, c'est quoi? C'est l'ancêtre de la préfecture de police de Paris. Donc une institution tout à fait considérable. Et finalement, les premières années de cette lieutenance générale de police, donc de cette ancêtre de la préfecture de police, elles sont assez peu connues. Donc l'objectif de mon exposé, ça va être d'expliquer un peu une nouvelle institution apparaît, comment ses pouvoirs coagulent, elle s'appuie sur qui, comment, etc. Du côté des protestants, on se situe un peu dans la même situation, à savoir qu'on connaît beaucoup de choses pour le XVIe et le début du XVIIe siècle, un peu moins pour la seconde moitié du XVIIe siècle à Paris. Donc, je fais quelques rappels peut-être sur le protestantisme.
Le protestantisme, c'est un mouvement religieux, puis une église à l'intérieur du royaume de France. Je ne vais pas parler de théologie très longtemps. En gros, on peut considérer que la différence entre catholiques et protestants, c'est que les protestants ont chassé Dieu de la surface de la terre. Donc il n'y a pas de saints, etc. Il y a une séparation, en fait. Je le dis un peu vite, mais c'est l'idée. Le protestantisme se répand en France à partir des années 1520 et on estime au cours des années 1540-1550 qu'il y a environ 10% de la population du royaume qui est protestante, avec des différences régionales qui peuvent être immenses. C'est-à-dire que si vous êtes au sud du Massif central, tout le monde est protestant, ou presque, alors que si vous êtes dans la capitale, les protestants sont une infime minorité de la population. Donc une répartition spatiale qui est extrêmement inégalitaire. Évidemment, cette inégalité et puis cette division religieuse entraînent des conflits pendant la seconde moitié du XVIe siècle qui trouvent une forme de règlement avec l'édit de Nantes, donc de 1598 avec Henri IV. L'édit de Nantes, c'est quoi? C'est qu'on donne aux protestants une liberté de conscience totale, ils ont le droit d'être protestants, et une liberté de culte limitée. C'est-à-dire que leurs lieux de culte sont limités en nombre, dans l'espace, etc. Dans la capitale, ils n'ont pas de lieu de culte à l'intérieur de Paris, ils ont un lieu de culte à Charenton, qui est à l'est de Paris, en amont de la Seine. Et donc ils doivent marcher ou prendre un bac pour se rendre à Charenton, et ils ont interdiction de chanter les psaumes en s'y rendant. Donc une recherche également d'invisibilisation en fait à l'intérieur de la capitale par les chants notamment. Cette communauté protestante parisienne au XVIIe siècle, on estime qu'ils sont entre 6 000 et 9 000 pour une ville qui compte à peu près 450 000 habitants. Donc, vous voyez, vraiment une population minoritaire qui socialement a des caractéristiques particulières, c'est-à-dire qu'on trouve assez peu, pour le dire de manière caricaturale, on trouve assez peu de protestants très pauvres et on trouve assez peu de protestants très très riches. On a beaucoup d'artisans, de boutiquiers, ce que je vais appeler un peu vite la classe moyenne. Donc ça c'est ce qu'on sait du protestantisme, mais on ne sait pas vraiment comment est-ce qu'ils ont été traités dans Paris au moment de la Révocation. Donc ça c'était le premier point, ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Donc vous voyez, l'enjeu de cette étude, c'est présenter un peu des choses sur la police, des choses sur les protestants. Pour cet exposé, je me suis appuyé sur évidemment des documents de l'époque. Les documents sont assez nombreux pour ce qui s'agit de la police parisienne. Donc on a beaucoup de types de documents. En gros, ce qu'on conserve pour cet événement, au moment de l'interdiction du protestantisme après l'édit de Nantes en 1685, on revient sur cette autorisation, on finit par interdire le protestantisme et ça a produit beaucoup de documents de la pratique. On a les ordres donnés par le roi, donc si vous voulez au niveau stratosphérique, on a les ordres donnés par le roi, et ensuite toute la chaîne de commandement qui vise à s'attaquer aux protestants à partir du moment où le protestantisme devient interdit. On a des écrits qui nous ont été laissés. Donc ce sont des documents qui sont très volumineux et j'ai concentré mon analyse en fait sur 18 mois, ce qui m'a permis en fait de tous les voir. Alors qu'il serait évidemment possible de les voir pour d'autres périodes, mais ça nécessite naturellement un travail qui est de plusieurs dizaines d'années, ce que j'ai pas fait. Donc je me suis concentré sur un petit événement, enfin un petit événement dans le temps. Et donc j'en viens au troisième point de mon introduction. Pourquoi je me suis intéressé à un moment circonscrit. Mon point de départ, en fait, j'ai commencé à travailler sur ce sujet au début de l'hiver 2018 et ensuite en 2019, donc au moment des manifestations dites des Gilets jaunes et au moment où Vincent Kras et Alexandre Benalla, sans être des policiers, ils se promènent dans Paris avec des brassards police et ils arrêtent des gens. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas le droit de le faire mais qui le font et il leur arrive rien. Enfin, et quand je lisais les archives, c'est exactement ce que je voyais. C'est-à-dire des gens, on ne sait pas trop d'où ils sortent, mais on a bien l'impression qu'ils font peser de grandes incertitudes sur les libertés. Donc c'était mon point de départ, et donc c'est l'idée d'une crise de l'interdiction du protestantisme en 1685 avec la révocation de l'édit de Nantes, qui va être une crise, mais une crise dans tous les sens du terme, c'est-à-dire c'est à la fois une manifestation soudaine et violente d'une maladie, mais c'est aussi une crise, une aggravation d'un état chronique. Donc mon idée, ça va être que cette action policière contre des protestants va être à la fois un révélateur de ce qu'est la police, mais et ça va être aussi un moment de changement de la police elle-même. Donc les deux sens du mot crise. Ça va être ça mon point de départ. Et évidemment, je ne suis pas le premier à avoir eu cette idée. Vous avez peut-être entendu parler de gens comme Laurent Joly, qui a travaillé sur la rafle du Vel d'Hiv, ou de gens comme Jérémy Foa, qui ont écrit sur
les massacres de la Saint-Barthélemy. Donc la question que je vais poser, c'est pas pourquoi la révocation de l'édit de Nantes, qui est une question quasi philosophique, théologique, qui est une question qui ne m'intéresse pas du tout. En revanche, à partir du moment où le protestantisme devient interdit, comment on fait? Comment on arrête 9000 personnes? Comment on fait? Donc évidemment, ce comment a des implications très grandes, et la thèse que je vais essayer de défendre, c'est que, évidemment, la police travaille, et en travaillant, elle se travaille elle-même. Pour voir ça, je vous ai mis une petite carte avec les principaux lieux de la capitale. Donc vous avez le Châtelet, qui est le lieu de la police parisienne. Vous avez le palais de justice, qui est le lieu du tribunal d'appel. Vous avez je vous ai mis la cathédrale Notre-Dame. Le jardin du Luxembourg, sur lequel je reviendrai. Et puis vous trouvez à l'est de la capitale la forteresse de la Bastille, où on va enfermer des gens. Et aussi le faubourg Saint-Antoine, que vous voyez sur la droite, qui était un repère de protestants, notamment des artisans. L'idée, dans un premier temps, c'est de réduire le protestantisme. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'édit de Nantes autorise le protestantisme tout en permettant une liberté de culte limitée. Et à partir du milieu du XVIIe siècle, à partir notamment de Louis XIV, la monarchie ne va pas cesser de revenir sur les libertés qu'elle avait accordées aux protestants. Va se lancer des petites guerres juridiques sur de petits faits, etc. Et donc en gros, si je devais vous résumer toutes ces mesures qui sont prises pendant des décennies contre les protestants, il y a quelques éléments à retenir. En gros, le but de la monarchie avant l'interdiction totale de 1685, c'est de favoriser les catholiques. Donc par exemple, on va interdire aux protestants les manifestations religieuses dans la rue. Ils ne vont plus avoir le droit de chanter des psaumes dans la rue, et ils vont avoir l'obligation de se soumettre aux manifestations des catholiques. Exemple concret, il y a une fête catholique dans Paris, c'est un jour chômé, les catholiques n'ont pas le droit de travailler, et donc on impose évidemment aux protestants de ne pas travailler. Pareil, les catholiques font maigre en carême et pas les protestants, donc ça devient très compliqué pour les protestants d'acheter de la viande en carême. C'est extrêmement compliqué, on ouvre un guichet à l'Hôtel Dieu, mais il y a évidemment des longues files d'attente, etc. Donc l'idée de favoriser le catholicisme. L'idée aussi d'empêcher la reproduction du protestantisme. Donc on va petit à petit fermer des structures d'enseignement, donc pour que les protestants puissent moins facilement former leur personnel. Et on va aussi abaisser à 7 ans l'âge à partir duquel les catholiques vont avoir le droit de convertir les protestants. Et enfin, on va finir par expulser les protestants de la vie professionnelle. On va leur interdire certains métiers, notamment des métiers très importants, des métiers de contact. On va leur interdire d'être avocat, par exemple. On va interdire aux femmes protestantes d'être sages-femmes. Donc les protestants qui vont accoucher, ils vont être obligés de confier leur bébé à une sage-femme catholique, qui va donc pouvoir ondoyer, c'est-à-dire baptiser catholiquement leur enfant, etc. Donc vous voyez, tout ça vient de l'idée qu'on est dans un monde où il n'y a pas de relativisme religieux, c'est-à-dire cette politique poursuivie par la monarchie, c'est l'idée qu'il faut une seule foi, la vraie foi, la foi catholique. Et donc tout le débat qui secoue la haute administration à cette époque, c'est comment interpréter le passage de l'évangile de Luc 14, 23, contraint les d'entrée. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, contraint les d'entrée? Est-ce que ça peut vouloir dire chercher à convaincre les protestants pour les faire entrer dans le catholicisme? Ou est-ce que contraindre, c'est les menacer avec une arme pour les faire rentrer dans une église? Donc vous voyez, c'est tout ce débat, c'est le débat contraint les d'entrée. Avec l'idée qu'à cette époque, évidemment, la tolérance, on est avant Voltaire, c'est une valeur négative. Être tolérant, c'est pas bien. C'est négatif parce qu'il y a une seule foi, une seule religion, et c'est la vraie. En fait. Il n'y a pas de relativisme religieux. Donc tolérer une minorité, c'est-à-dire tolérer l'erreur, mais l'erreur avec un E majuscule, la vraie, la seule. Exactement. Et donc sur le terrain particulier parisien, bien avant l'interdiction du protestantisme, on voit la police s'intéresser à ces protestants, on voit la police qui va saisir des livres chez les protestants, qui va aller chercher des livres chez eux, des livres confessionnels. On va aussi avoir l'archevêque de Paris, le tout nouveau archevêque de Paris, parce qu'avant Paris était un évêché, ça vient d'être un archevêché, qui a fait des listes de livres à distribuer aux protestants. Et donc on imprime l'état P d'impression de livres et on va les distribuer aux protestants. Alors évidemment, vous le savez, vous avez tous des livres chez vous. C'est pas parce qu'on a un livre à la maison qu'on l'a ouvert. C'est pas parce qu'on a ouvert un livre qu'on est d'accord avec lui. Donc l'idée d'aller chercher des livres et de distribuer des livres, c'est pas forcément pour convaincre, mais assurément, c'est pour humilier. C'est-à-dire que les gens arrivent à l'heure du laitier, ils font une descente chez vous, ils prennent des livres, bon, vous êtes un peu ému.
Donc il y a une idée d'impressionner. Il y a l'idée que la police va aussi surveiller les lieux de culte, donc le lieu de culte de Charenton, les lieux d'assistance aussi, savoir qui sont ces protestants, commencer à constituer des listes. Et la police va aussi chercher à faciliter au clergé catholique l'accès aux protestants mourants. C'est-à-dire que dans un quartier de police, chaque fois qu'un commissaire de police du quartier va savoir qu'un protestant est en train de mourir, eh ben on va chercher un prêtre et la police va défoncer les portes pour que le prêtre puisse accéder à ce protestant mourant et essayer de le convertir sur son lit de mort. Donc on a des scènes, des procès-verbaux de police évidemment très bien rédigés, mais qui montrent, si vous voulez, en creux, cette forme de brutalité. Vous avez la personne qui est dans son lit en train d'agoniser. Je pense par exemple à Paul Guillard en 1682. Il est dans son lit en train d'agoniser. Il y a un commissaire de police, 2 prêtres qui essayent de lui parler, sa femme qui pleure. Vous avez des scènes assez pénibles, en fait, assez brutales. Et en octobre 1685, le 18 octobre 1685, c'est pas une date au hasard, on a la révocation de l'édit de Nantes. Donc là, désormais, à partir de cette révocation de l'édit de Nantes, le protestantisme devient interdit à l'intérieur du royaume de France. Donc il y a 2 types de fidèles protestants. Vous avez les ministres, les pasteurs, ceux qui font le culte. Alors eux, on leur laisse la possibilité, ou bien ils se convertissent au catholicisme, ils peuvent rester, ou bien eux, on les autorise à partir. On dit, vous avez le droit de partir. En revanche, les fidèles, donc la majorité, c'est centaines de milliers de personnes, c'est 9000 protestants dans le cas de la capitale, eux, ils ont l'obligation de rester. Ils ne peuvent pas partir et ils ont l'obligation de se convertir. Donc vous voyez, dans l'histoire de l'État, c'est aussi un moment qui est intéressant, à l'inverse de ce qui s'était passé au XVIe siècle, c'est que la monarchie considère que le corps de ses sujets lui appartient. En fait. Vous appartenez à un État. Vous ne pouvez pas partir et vous êtes obligé de vous convertir. Donc vous voyez, ça va assez loin. Évidemment, au lendemain de cette révocation, on va détruire le temple de Charenton. Et évidemment, on arrive à ce moment où vous avez des protestants dans la capitale. Il y en a 6 ou 9 000, ils n'ont plus le droit d'être là, et on va considérer que c'est à la police parisienne de chercher à les convertir. Et donc j'en arrive à mon 2e point, la question de la conversion des protestants. La cheville ouvrière de cette conversion des protestants, c'est le tableau que vous voyez à droite, c'est Gabriel Nicolas de Larigny, qui est le lieutenant général de police de Paris, donc l'ancêtre du préfet de police, et qui va devoir mener cette action de conversion, et il va être secondé. Il va au sein de la police parisienne par des commissaires qu'il apprécie, des commissaires qu'il va rémunérer pour ça. Le plus connu, c'est le commissaire de Lamarre, que vous voyez caricaturé en moine ivre, ici, c'est une caricature protestante. Et donc eux, ils vont chercher à convertir ces protestants. Alors comment est-ce qu'on va faire? Le premier élément, c'est il va falloir savoir où ils sont, savoir qui ils sont. Et donc là, il va y avoir un travail policier assez fin qui va s'opérer, quartier par quartier, rue par rue. La police va produire des listes de personnes. Alors au début, on va produire des listes de chefs de famille. Donc dans tel appartement, vous avez une famille dont le chef est monsieur Machin ou madame Machin, veuve. Et ensuite, en fonction du niveau social, on va prendre ces listes et en fonction du niveau social de chacun, ces protestants vont être convoqués. Donc si vous êtes quelqu'un de très bien, de très chic, vous allez être reçu par le ministre. C'est le ministre qui va vous recevoir, donc on ne l'appelle pas le ministre de l'Intérieur à cette époque-là, on l'appelle le secrétaire d'État de la Maison du Roi, mais c'est grosso modo la même chose. Donc là, vous êtes reçu par le ministre. Si vous êtes un peu en dessous, vous allez être reçu par Larigny lui-même. Si vous êtes encore un peu en dessous, vous allez être reçu par le commissaire du quartier. Il va vous inviter chez lui, etc. Puis si vous êtes un peu en dessous, on ne vous reçoit pas, en fait. C'est en vous tend une pièce, vous la prenez, vous vous convertissez, vous la prenez pas, vous allez avoir des ennuis. Et donc dans un premier temps, il va y avoir des conversations, donc suivant le niveau des gens, pour chercher à les convertir. On va faire valoir toute une série d'arguments qui peuvent porter ou ne pas porter. Quand ils portent, c'est très bien, et vous avez des protestants qui vont même négocier leur conversion, qui vont dire « je me convertis au catholicisme, d'accord, en revanche, vous n'ébruitez pas ma conversion parce que je veux conserver mon réseau commercial protestant ». Et la monarchie dit « d'accord, ok, très bien ». Beaucoup de protestants refusent de se convertir, et donc là, la police va commencer à utiliser différents types de menaces. Alors la première menace pour ces protestants, dont beaucoup sont des marchands, sont des boutiquiers, la première menace, c'est qu'on va leur interdire d'ouvrir leur boutique. Donc ils vont rien gagner. Et donc au bout d'un moment, évidemment, ça va être compliqué de faire ses courses. Donc ça va être un premier élément.
Un deuxième élément, ça va être l'équivalent de ce qui se passait en province, l'équivalent des dragonnades. Alors par exemple, dans certaines provinces, on utilisait des dragons, c'est-à-dire c'était le logement de troupes chez les gens. Donc vous envoyez des soldats chez des gens, qui vivent chez les gens, qui évidemment se comportent mal. Dans la capitale, en raison de différentes révoltes qui avaient eu lieu au milieu du XVIIe siècle, de la fronde dont je parlais, Louis XIV refuse absolument qu'on fasse entrer des militaires dans la capitale, et donc on va utiliser des petits officiers de justice, des huissiers, des sergents, etc., qui se comportent évidemment pas beaucoup mieux, et dont le but, ça va être de mettre la pression à ces protestants. Ensuite, il peut y avoir d'autres éléments, on peut aller jusqu'à enfermer ces protestants. Il y avait une carte ici de la Bastille, donc on va mettre monsieur à la Bastille, on va mettre madame dans un couvent, on va mettre le fils dans un collège catholique, et on va mettre la fille chez des gens, catholiques évidemment. Donc on va séparer les familles. Et là, on peut leur offrir la pension à la Bastille, mais on peut aussi leur facturer la pension. Donc non seulement ils sont séparés, ils sont enfermés, et ensuite on leur envoie la facture, tant de jours à la Bastille, ça fait tant. Donc, vous voyez des manières évidemment de mettre la pression pour obtenir une conversion. Et donc beaucoup de gens qui sont enfermés finissent par se convertir, en tout cas de façade, et par signer un document qui certifie qu'ils sont convertis, donc on les appelle des nouveaux convertis. La police, ici, elle va obtenir des résultats extrêmement rapides. C'est-à-dire que ça avait commencé en octobre 1685. En février 1686, Larénie, dont je parlais tout à l'heure, il envoie à son ministre de tutelle des chiffres. Il dit, écoutez, il y a sur 9000 protestants, j'en ai plus que 46. Et ce chiffre de 46, en février 1686, il est intéressant, parce que ça ne veut rien dire 46 protestants. 46, 47, qu'est-ce que ça veut dire de se convertir? Les gens ne se sont pas convertis comme ça dans la seconde. Mais vous voyez qu'ici, la police va mener une action contre les protestants, elle va chiffrer cette action, ce qui permet de justifier son action auprès de la monarchie, de dire mais vous voyez comment on est efficace quand même, parce qu'on arrive à convertir des gens et en plus on vous fait des comptes précis, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas 47, il n'y en a pas 45, il y en a 46. Et ces 46, on peut vous les nommer, on sait où ils habitent, on les revoit demain, etc. Donc il y a une forme d'auto-justification. Oui, il y a une forme de politique du chiffre, évidemment, vous voyez, c'est ancien. Évidemment, ces protestants, ils ne vont pas être inactifs. Donc vous avez ceux qui se convertissent, et puis vous avez ceux qui ne veulent pas se convertir, et vous avez ceux qui se convertissent en ayant quelque chose en tête, se dire, mais on se convertit pour avoir la paix, là, momentanément, dans les jours qui viennent, mais notre objectif, c'est de partir. Et ce qu'on voit, c'est que la révocation, donc l'interdiction du protestantisme, c'est octobre 1685, et à partir de janvier, février 1686, la police se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui officiellement se sont convertis, et ils se sont convertis pour s'en aller, et qui commencent à organiser leur départ. Et alors là, ça pose d'autres problèmes à la police. C'est-à-dire que jusqu'à présent, la police avait identifié des gens, quartier par quartier, rue par rue, c'était une police de quadrillage, une police statique. Et là, elle a un problème, c'est-à-dire que les gens qui veulent partir, évidemment, ils vont bouger. Donc il va falloir une police des flux. Et donc ces commissaires de quartier, ils vont être en partie incompétents, il va falloir trouver d'autres policiers. Alors pour vous présenter ça, ce que je vous propose, c'est que, évidemment, vous avez les protestants qui veulent partir et les policiers qui veulent les retenir, et je ne peux pas présenter les deux en même temps, je vais les présenter les uns après les autres. Donc je vais d'abord présenter comment les protestants s'organisent, et ensuite je présenterai comment la police s'organise. Il faut imaginer évidemment que tout ça fonctionne ensemble et de concert. Quand vous êtes un protestant et que vous souhaitez partir, comment vous faites ? Eh bien, l'idée c'est qu'il faut disparaître socialement et spatialement. Donc il va falloir, si vous êtes un protestant qui n'est pas parisien et que vous vous réfugiez dans la capitale, il va falloir se cacher dans Paris. Et si vous êtes un protestant parisien, il va falloir disparaître à l'intérieur de Paris, changer de quartier. Donc il va y avoir la question des caches, il va y avoir la question de la confiance, il va y avoir la question de l'identité, de changer d'identité. On a par exemple un protestant qui est nîmois, qui arrive dans la capitale et qui change de nom. Et il se fait arrêter et la police lui dit « mais vous vous appelez Monsieur Lombard ?» et dans les différents garnis, donc dans les différents hôtels où vous êtes présenté, vous ne vous êtes jamais présenté sous le nom de Lombard. Pourquoi ? Réponse du monsieur, il dit parce que Lombard,
c'est un nom de protestant nîmois. C'est vraiment un patronyme très connu chez les protestants nîmois. Donc vous voyez, plutôt que de me dissimuler dans l'espace, j'ai fréquenté les mêmes hôtels que tout le monde, mais j'ai changé de nom pour gagner un peu de temps, puisqu'on imagine qu'il avait un accent à couper au couteau. Vous voyez, on est avant la radio, les gens ont un accent très fort, régional. Donc il faut déjà disparaître socialement et spatialement. Évidemment, ça impose d'avoir de l'argent sur soi, ça impose de déménager souvent, de circuler la nuit, d'avoir des mots du guet à la porte, évidemment, de savoir si on ouvre la porte, si on n'ouvre pas la porte quand quelqu'un frappe. Donc toute une série de considérations compliquées. Et puis, évidemment, il faut trouver quelqu'un ou un moyen de rejoindre l'étranger. Et alors, vous avez plusieurs moyens. Je vous ai mis une carte ici. Alors, je vous ai mis une carte alors que les contemporains ne se représentaient jamais l'espace sous la forme de carte. Ils se représentaient l'espace sous la forme de liste de lieux. Et il fallait joindre les lieux les uns après les autres. Il n'y avait pas de vision cartographique. Évidemment, pour la clarté, j'ai préféré faire une carte. Qu'est-ce qu'on voit à partir de cette carte? Si on part de cette carte, on voit plusieurs choses. C'est-à-dire que quand vous êtes un protestant et que vous souhaitez partir, la première chose que vous pouvez faire, c'est que vous achetez un guide de voyage. Comment aller à Bruxelles? Et ben, vous suivez le guide de voyage. Mais évidemment, vous avez, comme aujourd'hui, la tête du touriste. Ça veut dire que votre voyage ne va pas vous coûter cher en organisation, mais vous prenez un maximum de risques. Et ensuite, vous avez des gens, des guides, qui vont faciliter la sortie du royaume. Donc des gens qui vont vous guider. Vous allez faire appel à des compétences humaines. Alors ces guides, je peux en proposer une petite typologie ou sociologie sauvage rapidement devant vous. En gros, ici, ces guides, il n'y a pas de bénévoles. D'une manière ou d'une autre, il va falloir payer. La première solution, c'est que vous n'avez pas du tout d'argent. Vous n'avez pas du tout d'argent et vous finissez par croiser un guide. Soit parce qu'on vous a envoyé son adresse, son nom depuis l'étranger, soit parce que vous l'avez croisé au hasard en entendant un accent régional, vous êtes entré en contact avec lui et vous n'avez pas d'argent. Donc vous allez vous mettre d'accord, et le guide va vous dire d'accord, toi tu vas passer gratuitement, tu ne payeras pas. En revanche, moi je vais rester caché pendant 3 semaines, personne ne me verra dans Paris et c'est toi qui vas recruter pour moi. C'est toi qui vas prendre tous les risques pour trouver d'autres gens dans Paris qui vont payer. Et donc évidemment, toi tu vas passer, selon l'expression de l'époque qu'ils utilisent, par-dessus le marché. Parce que c'est toi qui auras pris tous les risques, évidemment. Donc c'est, encore une fois, vous voyez, c'est comme celui qui achète son guide de voyage, il s'est découvert au maximum en fait. Parce qu'il va falloir rencontrer des gens, il va falloir aller dans des auberges, il va falloir se découvrir, il va falloir parler, et évidemment, la police entretient des indicateurs partout. Donc à qui vous parlez, c'est parfois un peu compliqué de le savoir. Et alors ces guides, si on continue la typologie, vous avez des guides qui, ils connaissent le chemin. Ils connaissent le chemin et ils parlent les langues locales. Donc ils savent par où il faut aller. Ensuite, vous avez des guides qui parlent les langues, qui connaissent le chemin et qui ensuite ont des connaissances sur place. C'est-à-dire qu'ils vont savoir autour de l'île à quel endroit précis on va pouvoir franchir la frontière ou à quel paysan d'un village autour de l'île il faut s'adresser pour passer la rivière à gué à tel endroit, à telle heure. Ensuite, vous avez des guides qui sont encore plus chers, qui eux vont vous fournir de vrais papiers utilisés faussement. C'est-à-dire que le guide est marié, il a des enfants, et donc il va demander à son prêtre un extrait de mariage et des extraits de baptême. Et ensuite, il va arriver dans la capitale et il va dire à une femme, tu vas être ma femme le temps du voyage, et si on est arrêté par la police, je sors l'extrait de mariage et tu es ma femme, et idem pour les enfants. Et évidemment, tout ça est facturé. Et ensuite, on a des exemples de guides, alors là, qui sont vraiment, c'est le haut du panier, qui ont des passeports diplomatiques. Et donc, évidemment, les gens qui ont des passeports diplomatiques, on est à des niveaux socialement où c'est des gens qui ont des domestiques. Et donc, sur le passeport diplomatique, vous avez plusieurs domestiques, et qui sont parfois décrits. Et donc, ce guide-là va faire payer très cher des gens qui vont se déguiser en domestiques et ils vont circuler, eux, dans des carrosses publiques, sans aucun problème, ils sortent le passeport diplomatique et il n'y a pas de souci. Il faut imaginer que ces guides, si on les regroupe tous, la police en a identifié, rien que pour l'année 1686, elle en a identifié 85. Et donc évidemment, elle a identifié ceux qui ont raté. On n'a que les ratés dans la documentation policière. Donc vous voyez que c'est un chiffre plancher ici. Donc on parle d'un phénomène qui est quand même assez vaste. Évidemment, c'est un phénomène qui est clandestin et qui a beaucoup de particularités, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de marché.
J'ai annoncé des types de guides, j'ai annoncé des prix, mais on voit qu'il y a des gens qui ont payé beaucoup plus cher que d'autres pour le même service. Parce qu'évidemment, comme c'est quelque chose qui est caché, qui est masqué, il n'y a pas de marché pur et parfait comme nous le racontent les profs d'économie, avec une confrontation de l'offre et de la demande, etc. Donc tout ça n'existe pas. Deuxième élément, évidemment, tout ça est absolument illégal. Donc si vous vous faites arnaquer, il y a des attrape-nigots, bien sûr. Si la personne vous laisse en race campagne 1 kilomètre au nord de Paris, vous ne pouvez pas vous retourner devant un tribunal pour dire « Ah ben en fait on s'était mis d'accord, il était censé m'emporter à l'étranger, mais là, je suis tout seul ». Donc vous avez des gens qui se font avoir en fait. Évidemment, il y a toujours des petits malins. Donc ça, c'est les gens qui sortent. Souvent, ces gens qui sortent cherchent à emporter du numéraire sur eux, mais ce qu'on voit aussi, c'est que vous avez des moyens de faire sortir de l'argent. De faire sortir de l'argent soit par des circuits parallèles, soit pour payer les guides. Donc là, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails pour faire sortir de l'argent. En gros, on utilise soit des lettres de change, ou alors on utilise des marchands en fait, qui ont des liens avec le pays de votre destination et qui, à l'intérieur de leur relation commerciale, en fait, vont faire circuler, évidemment, votre argent, moyennant naturellement une petite commission. Il faut, tout a un prix dans ce monde. Donc vous le voyez, une mobilité différentielle, évidemment, selon la capacité à bouger, selon la capacité à payer, selon la capacité à rencontrer des guides. C'est ce que les géographes appellent la motilité, donc la capacité différentielle à se mouvoir dans l'espace. En face de cette organisation, vous avez la police qui cherche à empêcher absolument tout ce que je viens de décrire. L'histoire d'avoir des commissaires qui quadrillent les quartiers, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ça ne fonctionne plus quand on est face à des flux de population. Donc on va voir émerger d'autres types de policiers. Donc ici à l'écran, vous avez François Desgrais, qui a été, vous voyez, incarné à l'écran par Jean Rochefort dans cette série assez mauvaise, mais très amusante à voir. C'est vraiment le nanar costumé, si vous avez l'occasion, dans la série des Angéliques. Ce François Desgrais, c'est un personnage de 3e ou de 4e ordre du règne de Louis XIV, mais qui revient comme ça ponctuellement dans chaque affaire de police. Et depuis la sortie du livre, j'ai avancé sur ce personnage, j'en ai fait un petit article. Donc il est né en 1632, il est mort en 1705, il vient d'Aiguilly dans l'Aube, et c'est un militaire. C'est un militaire, et comme tous les militaires du XVIIe siècle, on le qualifie d'exact. C'est comme ça qu'on parle de lui dans la documentation. Il est exact, ça veut dire qu'il fait exactement ce qu'on lui demande. C'est pas le type qui va se mettre à poser des questions, à demander le pourquoi du comment, il fait ce qu'on lui demande. Et la police a besoin de ça. Donc lui, il va mener la traque des protestants dans Paris, parfois il va voyager jusque vers Lille, il va faire des trajets, et autour de lui, il a des hommes qui sont extrêmement difficiles à identifier. Il y en a un qui s'appelle Rem, Monsieur Rem. Bon. Il y en a un qui s'appelle Philippe Perrin. Alors je suis à la recherche du Philippe Perrin dans les archives parisiennes. Des Philippe Perrin au XVIIe siècle, il y en a plusieurs dans Paris, et j'ai toujours pas trouvé le bon Philippe Perrin. Mais autour de lui, il y a des hommes, donc ces gens-là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire des filatures. Ils vont pouvoir bouger, ils ne sont pas attachés à un quartier, ils vont pouvoir arrêter des gens en dehors de toute procédure de justice réglée, ils vont garder les gens enfermés chez eux, ils vont les interroger, ils vont saisir leurs papiers, ils vont les cuisiner pendant des jours et des jours et des jours, et quand ils les ont bien cuisinés, on les sort et ils rédigent des questions pour le magistrat qui vient instruire. Et donc on voit le magistrat instruire, poser des questions extrêmement précises, parce que tout le travail a été fait en amont. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils sont restés 3 semaines chez François Desgrais, et évidemment, le jour où ils sont interrogés, assez rapidement, ils sont loquaces, en fait, ils ont des trucs à raconter. Et assez rapidement, ça pleure. Et on a dans les procès-verbaux, c'est arrêté pour pleurer. Et ensuite, les questions reprennent, etc. Donc on a des scènes d'interrogatoire qui sont assez longues et évidemment qui souvent portent leurs fruits. À telle enseigne qu'un type qui est passé chez François Desgrais, il se convertit, il jure qu'il se convertit, il rentre chez lui, et sa femme, elle ne veut pas du tout se convertir, et elle part du domicile conjugal en disant je pars aux Provinces-Unies, et le mari dénonce sa femme. Il envoie une lettre à la police, ma femme vient de partir, je ne sais pas où elle est, mais à mon avis, elle a des amis dans le faubourg Saint-Germain, donc elle doit être là. Vous voyez, on est à ce moment où le mari dénonce sa femme. Vous voyez, donc la société est mise en tension, on peut le dire de manière un peu euphémisée, mais c'est compliqué. Évidemment, la police, vous voyez, par ses interrogatoires, par ses traques, par le fait de suivre les gens, par le fait de saisir leurs papiers, elle obtient des renseignements, mais tout l'appareil monarchique est également mobilisé pour trouver ces protestants.
Et notamment, la police est bien connectée avec toute la région lilloise. Donc autour de Lille, vous avez des représentants de l'administration civile et vous avez des représentants de l'administration militaire. Et donc quand des militaires arrêtent des gens autour de Lille qui cherchent à passer en direction des Provinces-Unies, eh bien, les militaires vont les interroger, on va envoyer les copies des interrogatoires et éventuellement, en fourgon cellulaire, on peut transférer les détenus. Donc la police peut envoyer des avant-courriers en disant on n'a pas pu arrêter quelqu'un mais on sait qu'il va franchir la frontière vers Lille à tel moment et donc la troupe est prévenue, et inversement, vous avez des informations qui circulent. Et dernier élément, les informations circulent aussi avec les protestants français qui ont réussi à passer à l'étranger et qui donc arrivent dans des pays étrangers. Et dans ces pays étrangers, la France entretient un personnel diplomatique. Et ce personnel diplomatique a évidemment des enveloppes pour entretenir des espions. Et donc on voit par exemple l'ambassadeur de France aux Provinces-Unies, qui s'appelle le comte Davaux, qui entretient des espions, notamment un monsieur qui s'appelle Tillières, qui est un protestant, un traître, et qui a complètement infiltré la charité, les organismes de charité des protestants parisiens qui arrivent aux Provinces-Unies. C'est-à-dire que c'est lui qui distribue les paquets alimentaires. Et donc il pose des questions, il dit « Ah, vous étiez passé où vous étiez en contact avec qui ?» etc. Et puis ensuite il fait son rapport. Donc le comte Davaux va chiffrer la lettre, il envoie ça à son ministre de tutelle à Versailles, la lettre est déchiffrée, elle est transférée à la police. On a même des opérations qui sont montées à un moment, le comte Davaux, il a une espionne chez les protestants, et il y a un guide qui propose à cette dame, il dit « Ah, je vais chercher beaucoup de protestants, est-ce que tu peux venir m'accompagner parce qu'il faut être plusieurs ?» Et donc, le comte Davaux, l'ambassadeur de France aux Provinces-Unies, va monter une opération de police avec la police parisienne. C'est-à-dire que lui va donner des vrais passeports à son espionne et au guide qui part pour Paris, et ensuite ils vont faire un énorme coup de filet. Donc vous voyez, une administration en fait qui, en 1685-1686, évidemment fonctionne déjà, malheureusement pour ces protestants, extrêmement bien. Lorsque les guides et les protestants se font arrêter, on pourrait penser qu'ils vont être jugés. Alors on a des exemples de protestants qui sont jugés, on les envoie souvent aux galères, mais aussi il y a l'idée, en tout cas à Paris, qu'il ne faut pas les faire passer en justice réglée. Parce que si on les fait passer en justice réglée, à tout moment les magistrats peuvent les condamner à mort et donc leur offrir le martyre. Et c'est ce qu'il faut absolument éviter, à la différence de ce qui s'était passé pendant les années 1540. Et donc ce que va faire la police parisienne, c'est que ces gens qui ne veulent pas se convertir, ces gens qu'elle a arrêtés, elle va les mettre dans des oubliettes. Les oubliettes. Donc les oubliettes au XVIIe siècle, ça on vous met très loin. Donc on vous envoie aux îles Sainte-Marguerite. Vous regarderez où sont les îles Sainte-Marguerite, c'est vraiment très loin de Paris. On vous envoie dans toutes les forteresses que peut posséder la France, dans les Alpes, à l'île-Dieu, au donjon de Loches, prison de Pierre-en-Cise à Lyon, au donjon de Vincennes, à la Bastille, qui est vraiment la gare de triage. Et donc ces gens vont rester là. Alors ils vont rester là, parfois on a une mesure en 1688, des gens qu'on a enfermés depuis 1685 qui ne veulent toujours pas se convertir, et donc pour vider les prisons, parce qu'il y a toujours un surpeuplement carcéral, la monarchie dit bon ben virez-les. Et donc on va avoir un épisode en 1688 où on a empêché les gens de partir, et comme finalement ils ne veulent pas se convertir, on va les pousser au départ. Mais il y en a beaucoup, en fait, ils vont rester enfermés jusqu'à leur mort. Jusqu'à leur mort. Et puis à un moment, le ministre a changé, en fait on ne sait même plus pourquoi ils sont là. À la fin, ils sont devenus fous, donc on ne peut pas les libérer. Et vous avez des gens comme ça. On a un exemple aux îles Sainte-Marguerite au milieu des années 1690. Le gouverneur des îles Sainte-Marguerite s'appelle Saint-Marc. Et il a près d'une centaine de protestants qui sont enfermés chez lui et qui chantent les psaumes tous les jours, toute la nuit, tout le temps. Ils chantent les psaumes, ils se relaient pour chanter les psaumes. Et il écrit à son ministre, il dit mais là on n'en peut plus en fait, là les gars ils n'en peuvent plus. Dans les forteresses, les soldats ils font les 3-8. Il y a 3 hommes pour un lit, donc ils font les 3-8, et les protestants ont compris, donc ils chantent tout le temps les psaumes. Donc les gars ils dorment plus, ils commencent à devenir fous, évidemment ça picole et compagnie, enfin vous imaginez, c'est horrible. Et donc le ministre, évidemment c'est l'administration française, donc le ministre qu'est-ce qu'il fait? Il se fait représenter le plan de la forteresse et il commence à expliquer aux gars sur place comment il faut faire, et c'est l'administration. Et donc il dit, en fait j'ai réfléchi à votre truc, il faut les mettre dans telle cellule, vos gars vont se mettre là, etc., vont se mettre à l'autre bout. Puis finalement les protestants ils ont compris et ils finissent par écrire les psaumes sur la vaisselle. Alors il réécrit, alors il nous faut une rallonge du budget vaisselle, parce qu'ils ont écrit les psaumes sur la vaisselle. Alors le ministre pareil dit, alors pour la vaisselle, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre de la vaisselle sur laquelle on ne peut pas écrire. Et puis vous rentrez dans la cellule, ils mangent, et quand ils ont fini de manger, vous leur reprenez la vaisselle. Et le ministre finit par dire, attendez qu'ils meurent, ce sont de pauvres gens, sick, et donc on attend qu'ils meurent. Et ils vont mourir là, comme ça. Et quand ils meurent, on ne les enterre pas dans les cimetières, on les enterre dans la cour de
dans la cour de la prison, puisqu'évidemment ils ne sont pas enterrés dans les cimetières catholiques. Donc voilà comment ils peuvent être traités, mais beaucoup, malgré tout, ne passent qu'un modeste moment en détention, puisqu'ils finissent par se convertir, et ils ressortent. Et donc là se pose le problème, un nouveau problème à la monarchie, c'est-à-dire que vous avez des gens qui sont enfermés, qui ne veulent pas se convertir, vous avez des gens qui sont convertis de façade, et vous avez des protestants français qui sont partis à l'étranger. Et donc il va y avoir un nouveau type de relation qui va se mettre en place, c'est que, évidemment, vous avez beaucoup de gens qui veulent continuer à avoir leur culte protestant malgré l'interdiction. Donc une partie des pasteurs protestants qui étaient partis à l'étranger, à partir des années 1686-1687, vont commencer à refaire des passages en France pour réorganiser le culte de manière totalement clandestine, hein, mais dans des appartements ou dans des fermes, dans des hangars, etc. Donc vous avez des pasteurs qui vont et qui viennent. Donc pareil, eux aussi, ils sont déguisés, ils vont utiliser les mêmes méthodes clandestines, ils ont un faux nom, ils sont déguisés, ils ont des listes de personnes à contacter. Donc la police, évidemment, cherche à infiltrer ces réseaux, etc. Donc on en a, ceux qui passent par Paris, c'est des gens assez connus, hein, c'est le gratin quand même des pasteurs en exil. Vous avez des gens comme Givry, des gens comme Malzac, qui sont des gens très, très connus. Souvent, ce sont des gens qu'on n'envoie pas dans leur région d'origine. Les noms que je viens de citer sont des gens du Sud. Donc ils arrivent à Paris, ils ont un accent, mais en même temps, a priori, personne ne les connaît. Vous ne renvoyez pas le pasteur dans le village où il était, parce que sinon tout le monde le reconnaît, et donc il se fait arrêter tout de suite. Donc vous avez cette idée de circulation des pasteurs. Ensuite, on est dans la capitale, donc vous avez des pays étrangers aussi qui entretiennent des ambassades dans la capitale. Donc vous avez une partie des Parisiens qui vont aller dans les chapelles d'ambassades étrangères pour aller suivre le culte. Et donc ça va en partie faire exploser ce qui restait de la communauté protestante, parce que souvent quand ils vont dans ces chapelles d'ambassade, ils vont suivre un culte protestant, mais qui n'est pas forcément un culte calviniste. Par exemple, ils vont dans la chapelle d'ambassade d'Angleterre, donc ils vont suivre un culte anglican. Donc ça va faire bouger un petit peu les sensibilités. Et dans ces protestants qui ne veulent pas se convertir, ou qui sont convertis de façade, on note, à partir de l'interdiction du protestantisme en 1685, un sous-encadrement des fidèles par les ministres. Il y a très peu de pasteurs, très peu de ministres par rapport au nombre de fidèles. Et donc on voit exactement ce qu'on voit dans les Cévennes à la même époque. Ça veut dire qu'on va voir émerger des personnages un peu charismatiques. Charismatiques au sens de l'apôtre Paul ou de Max Weber. Voilà, des gens qui vont... la communauté va générer elle-même, si vous voulez, ses élites religieuses. Donc on en a un, par exemple, à Paris, qui s'appelle Edmé Roger, et donc qui va être un des hommes charismatiques, comme ça, que les nouveaux convertis vont générer eux-mêmes. Donc il invite les gens chez lui, on va faire des lectures, il va faire un peu de catéchisme, il va mettre en relation les gens. Par exemple, vous venez de vous convertir de façade et vous cherchez un boulot avec des patrons qui sont eux-mêmes convertis de façade, ben c'est lui qui va vous trouver le boulot de domestique à tel endroit, etc. Il va jouer ce rôle-là. Évidemment, la monarchie cherche à arrêter ces gens, mais on ne peut pas arrêter tout le monde. Et elle est devant un autre dilemme, c'est-à-dire les protestants français qui sont partis, qui sont installés donc, dans des pays protestants, qui sont installés aux Provinces-Unies, qui sont installés à Francfort, et qui continuent à avoir des relations commerciales avec la capitale. Donc eux, ils vont revenir, ils vont passer. Et donc, quand ils arrivent, quand ils reviennent à Paris, ils reviennent souvent avec des papiers de leur ville d'origine, papiers de la ville de Francfort, des papiers de la ville de Rotterdam. Et donc là, la monarchie va hésiter, la police va hésiter. Est-ce qu'on les arrête parce qu'ils n'avaient pas le droit de partir, ou est-ce qu'on les laisse faire du commerce ? Et donc certains, des fois on les arrête, des fois on les menace, des fois on les arrête pas. Quand vraiment on a envie de faire un coup de filet, on va les arrêter pour intelligence avec l'ennemi. Donc ils ont des papiers d'une ville étrangère, donc on ne va pas les arrêter pour protestantisme, parce que voilà. Mais on dit en fait vous faites de l'espionnage, vous n'êtes pas commerçant, donc on les envoie à la Bastille. Vous voyez, la police va aussi jouer sur les catégories juridiques en fait pour pouvoir continuer à maintenir sous son joug certains protestants. Et enfin, vous avez des protestants qui sont partis de France et qui reviennent. Alors ça, c'est un aspect qui est assez peu connu, mais qui est quand même assez important. C'est que vous avez des gens qui ont réussi à partir, mais ils n'arrivent pas à s'installer dans les pays d'arrivée. Ils arrivent aux Provinces-Unies, ils ne parlent pas la langue, ils ne connaissent personne, ils ne trouvent pas de boulot, et au bout de 6 mois, 1 an d'aide alimentaire, ils n'ont plus rien. Et donc ils font le chemin inverse. Et alors là, la police les voit arriver de très 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 loin. Et eux, ils sont obligés de se convertir, ils sont obligés de baisser la tête, et là c'est fini en fait.
Donc on a aussi toutes ces populations-là de gens, en fait, incompétents pour s'intégrer à l'étranger. Ils n'ont pas la compétence, ils n'ont pas l'entre-gens, ils n'ont pas la maîtrise de la langue, ils n'ont pas un métier, ils n'y arrivent pas. Et donc ils sont obligés de revenir. Et ça, c'est l'aspect le plus tragique, c'est-à-dire qu'à un moment, ils vont troquer la terre promise contre du pain. Quoi. Voilà, il faut manger, donc je rentre. Dernier aspect, c'est bon pour le temps? Oui. Dernier point. Officiellement, il n'y a plus que des catholiques. Les protestants se sont convertis, il y en a quelques-uns qui sont à la Bastille, et les autres sont des nouveaux convertis. La police va être chargée de les faire rentrer dans le moule du catholicisme. C'est-à-dire qu'il va y avoir tout un travail pour vraiment fabriquer du catholique. Comment on va faire? Ce qu'on va faire, c'est que déjà on va les surveiller dans leur quartier. Les nouveaux convertis, ceux qui se sont officiellement convertis au catholicisme, mais ils sont un peu suspects quand même, est-ce qu'ils sont vraiment catholiques, ils vont pas avoir le droit d'être voisins de palier. La police va aller voir dans le détail qui habite où. Il ne faut pas que des nouveaux convertis soient sur le même palier, parce qu'à tout moment, ils peuvent se donner le mot, puis se réunir pour faire une prière chez eux, lire des psaumes, etc. Donc on va avoir un niveau de granularité assez fin de la surveillance des habitations. Ensuite, la police va pouvoir s'appuyer sur des prêtres de paroisse, qui vont évidemment faire des rapports, est-ce que tel nouveau converti fait ses Pâques ou non. Et donc là, évidemment, vous avez toutes les possibilités, c'est-à-dire que vous avez des prêtres des paroisses qui vont envoyer une lettre de dénonciation tous les 15 jours pour dire ça va pas du tout, ils sont encore protestants, etc. Il faut les poursuivre, il faut les enfermer, etc. Et puis vous en avez d'autres qui vont très largement fermer les yeux et qui vont laisser ces gens faire leur Pâques ou pas faire leur Pâques, ils vont pas les embêter. Donc, vous avez une sorte de spectre en fait assez large. Mais vous en avez certains qui sont des acharnés, et même la police en a marre en fait. À un moment, il y a un prêtre de paroisse qui va voir un commissaire de police, et il lui dit, mais moi, il y a le pasteur de l'église du Danemark, je le vois passer chez des gens qui sont malades, et qui sont sans doute protestants, il y en a marre, vous n'êtes pas intervenu, etc. Et là, le commissaire, il n'en peut plus, il dit, si vous le voyez passer, vous n'avez qu'à le suivre, et vous allez chez les mêmes gens que lui à 5 minutes après. Et on n'entend plus parler du prêtre qui doit avoir compris la remarque. Voilà. Ce qu'on voit, c'est qu'à partir de la fin du XVIIe siècle et le début du XVIIIe siècle, la persécution policière, elle va devenir moins importante. J'ai un exemple qui, je crois, est intéressant. En 1697, dans les dossiers de prisonniers de la Bastille, on trouve un Enoch Grimaud qui est arrêté, il est à la Bastille. Enoch Grimaud, il est à la Bastille. On lit l'interrogatoire. Et dans l'interrogatoire, on comprend que ce Enoch Grimaud, il a une maison dans le faubourg Saint-Antoine, donc à l'est de la capitale. Au fond de la maison, il y a un jardin, que lui, il est protestant, que tous ses locataires sont protestants, qu'au fond du jardin, il enterre les protestants. Et la réaction de la police, on est 12 ans après la révocation de l'édit de Nantes, lui dit, écoutez, là, ça va pas du tout. Mais ce qui ne va pas, c'est que vous n'avez pas mis de chaux sur les cadavres. Vous voyez, c'est retombé en fait. La crise est retombée. Et en fait, là, la police, elle est passée sur une lecture sanitaire du problème. C'est-à-dire qu'il y a des cadavres au fond du jardin, ça pose un problème sanitaire parce que les voisins, ils ont des puits, etc. Donc, nous, on vous laisse sortir de la Bastille, mais par contre, vous réglez ce problème sanitaire. Mais c'est quand même quelque chose qui peut revenir. Donc au moment de la guerre des Cévennes, en 1702-1704, quand vous avez des révoltes dans les Cévennes des révoltes protestantes, là la police, de nouveau parisienne, va repasser sur une manière plus agressive. Et alors là, tous ceux qui viennent du sud de la Loire, ils sont arrêtés, ils sont enfermés, on les fouille, on regarde les livres qu'ils ont. Vous voyez. Puis après, ça retombe. Et à partir des années 1740, là, on a vraiment un contrôle policier qui devient moins important, et vous avez des protestants qui sont plus obligés de faire des enterrements la nuit, il n'y a plus de problème avec les voisins, etc. Mais vous le voyez, ça a mis beaucoup de temps. Et avant de passer à ma conclusion, j'aimerais quand même laisser la parole à certains témoins. Et on a des documents assez touchants, alors ils valent ce qu'ils valent, mais de la vie de ces protestants qui ont vécu les persécutions policières, qui ont hésité sur leur foi. On le voit dans les testaments, les gens qui rédigent leur testament avant de mourir ou en préparant leur mort. On a par exemple le testament le 5 février 1687 d'Esther Daly. Et Esther Daly, dans son testament,
elle explique qu'elle est en train d'avoir des conférences avec un prêtre, mais qu'elle hésite sur sa religion, en fait, que le contexte est plutôt à la conversion, mais qu'elle est sincèrement attachée à la foi réformée. Et elle dit, je suis en train de discuter avec un prêtre, et il y a deux solutions. Si au moment où je meurs, je me suis converti, c'est ce prêtre-là avec lequel j'ai discuté qui va choisir mon lieu de sépulture. Et sinon, il n'y a rien. Et donc, dans les testaments du XVIIe et du XVIIIe siècle à Paris, quand il n'y a pas de demande de sépulture, souvent c'est que la personne est protestante. Donc elle va être enterrée au fond d'un jardin quelque part, ou elle va être enterrée au port au Plâtre, donc à l'est de Paris, ou dans l'est de Paris, vous voyez ici, qui était avant en dehors de Paris, qui maintenant est dans Paris. Donc vous voyez, vous avez certains indices que vraiment il y avait des gens qui étaient sincèrement attachés à leur foi et que ça a travaillé, en fait. Ça a fait travailler les consciences, ça a fait travailler les familles. Et pour conclure, j'aimerais essayer de faire un bilan de tout ça, de ramasser quelques idées en 3 points. Quelle fécondité pour cette traque, puisqu'on était parti de l'idée que c'était une crise. Le premier élément, c'est que cette traque policière contre les protestants, c'est un échec. C'est un échec de la monarchie, parce que les protestants français, ils n'avaient pas le droit de partir, et il y en a 180 000 qui sont partis. Il y a sans doute 4 à 5 000 protestants parisiens qui sont partis. La moitié au moins. C'est un échec. Enfin, ouais, c'est un échec. En même temps, ces départs, ils sont, si on s'intéresse à un point de vue politique, ces départs, ils sont intéressants. Parce qu'avant la révocation de l'édit de Nantes, à chaque fois que la monarchie menait une politique anti-protestante, les protestants y répondaient avec des arguments juridiques. Ils étaient attaqués juridiquement, ils répondaient juridiquement. Et évidemment, les dés étaient pipés parce qu'on les attaquait juridiquement, mais le juge, c'est le roi. Et finalement, par ce départ, on peut aussi y voir, de manière malgré tout déchirante, mais un geste politique d'opposition. C'est je me lève et je m'en vais, en fait. Je me casse. Et finalement, ce geste politique d'opposition, il est à la fois très important, et d'un autre côté, c'est sans doute ce geste de départ qui a entraîné le déchaînement policier dont je viens de vous parler. Vous voyez, donc, ce geste politique, il a eu des conséquences terribles, en fait, pour ceux qui l'ont fait. Le deuxième point, c'est que malgré tout, il y a un succès parisien, c'est qu'il y a eu des départs, mais il y a un succès objectivement. La police a des chiffres pour dire qu'il n'y a plus de protestants. Donc elle a un succès chiffré. Elle a fait disparaître le protestantisme de la capitale. C'est ce qu'une historienne des Cévennes appelle l'urbicide choisi. Donc elle a vraiment fait disparaître tout ça. Et officiellement, il n'y a plus de protestants, même si la communauté survit. Et si on regarde dans le détail, vous avez des protestants qui ont tout perdu, c'est-à-dire qu'ils ont payé très cher un départ, ils n'ont pas réussi à s'intégrer, ils ont été obligés de revenir dans des conditions terribles, ils ont tout perdu. Et puis, il y a eu des gagnants de la révocation de l'édit de Nantes. Il y a des protestants qui ont senti le vent tourner, qui se sont convertis et qui ont fait des carrières magnifiques. Le grand banquier du règne de Louis XIV, c'est Samuel Bernard. Samuel Bernard, juste après la révocation, il est reçu par un officiel, et lui, il se convertit tout de suite. Et il a fait de très 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 belles affaires. Donc il y a des perdants, il y a des gagnants de la révocation. Et dernier élément, c'est évidemment le triomphe d'une nouvelle police, puisque j'ai parlé beaucoup de la police. Ce qu'on voit, c'est que cette police, elle a usé et abusé des arrestations en dehors de la justice, de ce qu'elle appelait au XVIIe siècle les ordres du roi, de ce que les contestations du XVIIIe siècle appellent les lettres de cachet, c'est-à-dire de maintenir des gens en dehors de toute procédure de justice réglée. Donc ça, c'est une police très, très active. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que cette police, elle a agi un peu comme elle a voulu. C'est-à-dire qu'on lui a donné des ordres assez vagues. Il ne faut plus de protestants. Débrouillez-vous pour qu'il n'y ait plus de protestants. C'est ce que les criminologues appellent un chèque en gris. Vous donnez des ordres extrêmement vagues qui viennent d'en haut, puis les gens sur le terrain, ils s'organisent pour être à la hauteur de cet ordre, et s'ils font des bavures, comme on dit aujourd'hui, le responsable dit « Non, mais moi, je n'ai pas dit qu'il fallait tabasser ce type. » Vous comprenez? Donc il y a cet aspect chèque en gris, et on voit que ça va dégager un espace policier, en fait, un espace qui va être dégagé de la justice. On va être en dehors des procédures de justice, on va être capable de produire des actes qui ressemblent à des actes de justice, mais on va aussi mener des actions en décalage. Donc ça, c'est un élément important.
Et enfin, on voit apparaître ces hommes comme François Desgrès, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont des militaires, donc la police qui s'appuie sur des militaires. Officiellement, ils n'ont aucune fonction. Et ce qu'on voit, c'est que finalement, la monarchie a besoin d'eux, et finalement, elle les officialise. C'est la création en 1708 du corps des inspecteurs de police. Donc ce que fait François Desgrès, c'est un crypto-inspecteur de police. On a besoin de ces gens qui peuvent intervenir rapidement, qui dépendent directement du lieutenant de police. Et au départ, ils n'ont pas de fonction officielle, et on finit par les officialiser, comme souvent dans l'administration, la pratique devient par la suite officielle. Et donc vous avez bien une police de quartier, de quadrillage, et une police encore plus dans la main du lieutenant général de police pour traquer les gens. Donc je vous remercie. Merci beaucoup.